Bameuse, Bameur, bonjour. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui le docteur Martin Zizi qui est ici dans nos studios. Donc bonjour Martin. Bonjour. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Martin Zizi est docteur. Vous êtes également épidémiologiste. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait dans votre carrière au niveau de l'épidémiologie? J'étais en fait médecin militaire et chercheur en même temps. Et à un moment, on grimpe dans le temps, fait que vous grimpez à l'archi militaire. Je suis devenu directeur scientifique médical et puis j'ai dû créer plein de choses, dont une unité d'épidémiologie opérationnelle, parce que la défense a des problèmes aussi quand on déploie des gens à l'étranger. Donc voilà. Vous avez donc travaillé également à la défense belge? Oui, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans à la défense belge. Vous étiez conseiller? J'étais directeur scientifique. D'accord. Tout simplement. Donc je gérais des labos et j'avais 2 labos moi-même, un civil et un militaire. Ok. Et au niveau de l'ONU, vous avez également été Oui, dans ce cadre-là, comme dans le labo militaire, je m'occupais de sélection, de structure de protéines, darwinisme, tube-essai, etc. Donc ça touche très près à la crise actuelle, en fait. Comment manipuler des germes pour les rendre plus méchants ou plus doux. Et donc j'étais inspecteur bio à l'ONU et j'étais le dernier bio-inspecteur de l'ONU en 1900. L'UNSCOM a arrêté en décembre 1997, donc j'ai été le dernier inspecteur pendant 5 mois là-bas. Et puis j'ai écrit le rapport final qui a donné naissance à l'UNMOVIC, qui était l'agence de l'ONU qui succédait à l'UNSCOM, mais qui n'a jamais pu fonctionner, vu qu'après ça, on a eu la guerre du Golfe 2. L'UNMOVIC était déployé et puis raté. Et l'UNMOVIC? C'est comme l'UNSCOM. L'UNSCOM, c'est la United Security Council Special Commission. C'était la commission qui avait été établie après la guerre du Golfe 1 pour désarmer l'Irak. Il fallait démontrer que l'Irak n'avait plus de programme actif biologique, chimique et nucléaire. Et le biologique, ce qui était le plus dur, a démantibulé. Et il a fini en 97-98, alors que le reste était fini en 92 et 95. D'accord. Donc on peut dire que vous avez une certaine expérience de la santé publique. J'ai fait quelques petits trucs dans ma vie, oui. D'accord. Et alors, Martin, mais quel bon vent vous amène à ça Bruxelles? c'est une histoire marrante. Je suis devenu ennemi de l'État. Donc il faut savoir que depuis le début de la crise, on a toujours attaqué les gens en les mettant des étiquettes conspirationnistes, désinformateurs, etc. Il se fait que des gens comme Perron en France ou Maculoc aux États-Unis ou moi en Belgique, on dérange pas parce qu'on est méchant, mais on dérange parce qu'on dit ça c'est un mensonge, ça c'est vrai, ça c'est pas correct. Et du coup, comme la population réagit, je crois qu'il y a un certain flottement dans les milieux médiatiques et apparemment il y a un lien avec les lois qui déstabilisent la structure du pays et donc on veut me parler à la police parce que j'aurais mis des gens en danger en disant ça c'est peut-être pas vrai pour les tests PCR, ça c'est peut-être vrai. Voilà, il faut dire que vous avez été très actif depuis le départ en essayant d'expliquer scientifiquement ce qui était plausible, ce qui était moins plausible dans le narratif général et ambiant. Je vous remercie de le dire. En fait, ma force, c'était, comme j'avais ces différents aspects, ces facettes de voir la crise, j'essaie toujours d'expliquer sur base de papiers scientifiques 90% du temps, et parfois je faisais de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est de rendre en termes très simples des choses qui sont parfois raffinées, mais quand on sait un peu ce qu'on fait, on sait l'expliquer à des enfants. Et donc voilà, et ça a dérangé. C'est l'explication qui dérangeait plus qu'autre chose, parce qu'alors les gens réagissaient en disant mais vous rigolez ou quoi? Et du coup c'est vrai que le narratif, le contre-narratif, le vrai fact-checking n'a pas pu être fait et maintenant on sait après 2 ans ce qu'il en est. Il y a eu Perron en France où il y a eu un petit peu une démarche où on a déposé plainte contre lui. Oui. Et puis finalement, le tribunal lui a donné raison puisque c'est un spécialiste et qu'il donc c'est même quasi de son devoir de donner son avis. Pour Perron, c'est pas une plainte au tribunal. Il a d'autres plaintes en cours. Oui. C'était à l'ordre des médecins. Vous savez que l'ordre des médecins essaie de même retirer la licence de praticiens qui pratiquaient. Et donc Perron, c'était la même chose. Il y avait des plaintes contre lui à l'ordre. Il y a peut-être des plaintes au pénal, je suis pas au courant. Mais on l'a d'abord viré de la santé publique après la publication de son bouquin. Mais quelle erreur n'ont-ils pas faite, qui était carrément un synopsis de toutes les erreurs de la crise. Donc Perron, c'est un type gentil. Je le connais pas personnellement, mais c'est un type connu en Europe. C'est un type très doux même quand il parle. Il est très calme. Et il a suivi toutes les procédures. Il a été en appel et il a gagné, je crois, il y a quelques semaines. Et en effet, dans l'attendu du verdict de l'ordre des chambres professionnelles. Et en France, c'est différent de la Belgique. L'ordre des médecins peut carrément aller au pénal. En Belgique, il faut qu'il transmette un dossier aux autorités pénales. Et donc, il a été lavé de tout soupçon de mal pratique ou de malfaisance, non seulement dit qu'il était très compétent, mais que c'était en tant que médecin son devoir de parler. Et c'est pour ça, je voudrais dire à tous nos collègues médecins généralistes ou cliniciens, c'est votre devoir de défendre les gens, c'est le serment d'Hippocrate. Si vous doutez, vous devez parler.
Et donc, à aucun moment, la médecine ne peut être aux ordres, parce que ça nous ramènerait dans des périodes qui ne sont pas bonnes. Ouais. Et donc, en ce qui vous concerne, on vous demande de revenir en Belgique pour une audition? On ne demande pas de revenir en Belgique, on envoie du papier timbré en disant vous allez à tel endroit, tel jour, à telle heure, parler à tels inspecteurs parce que vous êtes suspect dans le cadre d'une plainte déposée contre vous avec possibilité de privation de liberté. Je n'en sais rien, j'en sais pas plus. On verra ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Bon, ben c'est quand même donc c'est ma nouvelle adresse à Bruxelles, ça va peut-être être Saint-Gilles. C'est un grand bâtiment. Très bien. Mais je crois qu'il va rien se passer de mal parce que j'ai à aucun moment menacé, j'ai à aucun moment mis des gens en danger honnêtement. Et si dire maintenant ceci est faux et que ça gêne, si c'est ça mettre des gens en danger, on est tombé bien bas. On est c'est assez inquiétant en fait parce qu'on voit que c'est une tendance dans toute l'Europe, toute l'Union européenne, que des fers de lance, un peu de l'information, de la réinformation, se retrouvent un peu menacés, même emprisonnés. On a vu avec des Hollandais qui ont essayé d'informer un petit peu et qui vraiment sont intimidés. Donc c'est vraiment une tendance actuelle. Est-ce que vous avez d'autres échos par rapport à d'autres collègues? On connaît tous en Belgique le fameux cas du docteur Collignon qui ira jusqu'au bout en appel et en appel jusqu'à ce qu'il ait 97 ans, il va gagner. Et moi je peux dire un peu à la manière de Collignon, j'ai rien fait de mal. Au contraire, il y a des erreurs patentes qui sont faites. J'attends de décideurs qu'on corrige des erreurs. C'est la moindre des choses dans un tissu social. Je veux pas qu'on divise la société. Il faut unir ce qui était part. Donc quelque part, moi je vais continuer à dire la même chose, à expliquer aux gens. On peut dire que je mens pas, je peux le prouver. On peut dire que je suis méchant, je suis pas méchant. Je dis parler en famille. On peut me vouer à toute l'hégémonie. Quelque part, je m'en fous. Moi, j'ai pas changé de ton ou de ce que je dis depuis 3 ans maintenant. Ça ressemble plutôt à l'intimidation aussi. Oui, c'est pour faire peur. Oui, je crois que c'est surtout pour faire peur, mais je vais dire même pas peur. Ouais. On s'est dit qu'effectivement, on est ravis de vous voir en chair en os, puisqu'on vous a toujours vu à travers le petit écran de Zoom. Et donc, ce qu'on voulait faire maintenant, c'était plutôt passer en revue un petit peu quelles leçons tirer de ce qui s'est passé. Donc, quelles leçons tirer donc de la crise Covid qui a duré ces 2-3 dernières années? Il y en a plein, mais on va dire, si je fais une sorte de hiérarchie, je crois c'est des erreurs qu'on ne peut plus jamais faire. Il faut unir ce qui était part. On peut plus jamais, dans un problème de santé publique qui concerne tout le corps social, diviser comme on a fait. Parce que c'est quand même honteux quand on y pense. On a, sous de fausses prétextes, on a fait du nudging pour accuser des gens qui posaient des questions d'être des dangers. C'est comme un peu la vaccination des enfants. Les enfants, on les a utilisés soit comme des sacs à germes, dangereux, soit comme une variable d'ajustement du système scolaire qui les veut pas, alors qu'on savait qu'il y avait aucun problème avec les enfants. Ils ne transmettent pas les infections et ils n'ont aucun danger pour eux-mêmes avec le virus, aucun. Moins de 1 par million, ça va quoi. Et à côté de ça, on les a aussi utilisés comme pions politiques. Donc, tout ce débat social où on divise les gens, c'est quelque chose qui ne doit plus jamais être fait. Et il y a aussi bien au niveau des décideurs qu'au niveau des médias, on a été trop loin. Ça, c'est une première erreur, une première leçon. Quand on est dans une mouise globale, il faut s'en sortir ensemble. Comment est-ce qu'on peut réparer ça aujourd'hui? Je crois qu'il faut se parler. Moi, dans toute ma communication sur LinkedIn avant d'être banni, c'est marrant parce qu'à un moment sur LinkedIn, certains des posts ont été partagés et lus. C'est des posts assez longs, avec des références, par 45 000 personnes. À un moment, il y en avait 150 000, dont près de 80 000 à Bruxelles. Ça commence à faire 5 à 10% de la population de la ville. Ça. Moi, je disais toujours, parlez, même aux gens qui vous en veulent. Parlez à table. Et alors, il y a des gens qui me répondaient en DM en disant mais vous vous rendez pas compte, je n'ose plus aller parce qu'on m'attaque à la table familiale, etc. Il n'y a pas le choix, faut parler. Il vaut mieux passer pour un idiot qui revient, à qui on dit mais la crise est finie. Non, il faut parler parce que il y a des leçons à tirer pour l'avenir justement. Ouais. Parler, c'est important. Et deuxièmement, ne jamais se disputer. Donc, moi, j'ai toujours essayé de gérer les trolls en disant, lisez ceci. Alors, ils me disaient, oui, t'es con. Je suis peut-être con, mais lisez ceci. C'est un bas de plafond. Je suis peut-être bas de plafond, mais lisez ceci. Je les ai tous eus. Et donc, je crois qu'il faut refaire du lien. Donc ça, c'est vraiment la première leçon pour moi, c'est créer du lien, parce que ça a été trop loin et c'est même inquiétant. Parce que quand on déstructure la société à ce point-là, on en arrive à revivre les années 30, je crois. C'est dangereux. Avant, le débat était
plutôt assez passionnel et passionné, donc du coup c'était plus difficile. Et maintenant les gens n'ont plus tellement envie d'en parler. Et donc, mais par contre au moins le débat est dépassionné, donc ça c'est l'avantage. Mais donc c'est pas toujours évident d'aborder le sujet. Vous avez tout à fait raison, parce que je vais dire quelque chose de comique, j'aime bien être piquant. Quand on s'est trompé, soit on s'est trompé de bonne foi. Ça veut dire que on n'a pas fait son devoir, on était un peu bébête, on n'a pas lu. On va jamais reconnaître qu'on a été à ce point aveugle et bébête. Soit on s'est trompé, on sait qu'on se trompait et on était au courant, mais on a voulu se taire. Et donc on veut pas reconnaître qu'on est lâche et soumis. Donc c'est difficile pour les gens qui sont parfois engueulés autour de la table familiale en disant quoi que ce soit qu'ils ont envie de dire de très méchant, maintenant de reconnaître qu'ils ont eu tort. Sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a toujours... moi, j'aime pas les gens qui voient le monde en noir et blanc. Comme la gestion, par exemple, Van Rans, c'est un type typique noir et blanc. Il rate les couleurs. Je sais pas, mais on a un monde en couleurs et c'est très nuancé et il faut être aussi adaptatif dans le temps. Un Mark Van Rans qui bugle comme un porc, qu'on égorge, il ne voit le monde qu'en noir et blanc. Et ça a été percolé dans la société et ça, c'est pas bon. Mais est-ce que l'erreur de côté n'était pas aussi peut-être que chacun a dit qu'il savait alors qu'en fait on ne savait pas au départ? Non, c'est faux. On savait au départ. Ça, c'est vraiment... Et je crois que dans une société, le rôle des journalistes, c'est le quatrième pouvoir. C'est de contrôler, de fact-checker naturellement le gouvernement. Mais quand le journaliste, pour fact-checker, demande son avis au gouvernement, il y a un problème. Ils ont demandé leur avis aux spécialistes, ils ont demandé aux experts aussi. Oui, mais du gouvernement. Ouais. Ça veut dire que moi, je me souviens que la Libre Belgique, j'avais fait 2 papiers, dont un dans la Libre ou dans le Vif, je ne me rappelle plus, et un dans Kéros, sur les PCR. Les PCR n'ont aucun usage si on n'a pas de symptômes cliniques. Pourquoi? Parce qu'on est positif encore 38 jours après être malade. Donc ça veut dire qu'on a 80% ou 75% de PCR qui sont... c'est pas des cas. Et donc, c'est pas un outil de gestion. Utiliser les PCR pour la crise, c'est comme conduire une voiture dans une route de montagne avec un pare-brise en bois. On voit pas où on voit. Donc, c'est quand même pas rien. Il y avait d'autres tests à faire. Donc, la Libre Belgique a fait un fact-check sur moi. La source, j'ai refait un fact-check du fact-checker. Il fait 15 pages pour montrer toutes les erreurs de la Libre Belgique. Et le plus beau, c'est qu'ils ont téléphoné aux gens de l'avenue Juliette Westman, donc les conseillers du gouvernement, qui disent « Ah oui, non, mais ça va pour les PCR ». Alors que même dans leur propre publication, à un moment, le ministre avait dit non, il faut plus faire des PCR chez les non symptomatiques parce que, et puis un mois après, ils les refont parce qu'il fallait garder du chiffre. Mais donc, à propos des fact-checking, justement, il y a tout un scandale qui est en train de sortir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, ça c'est beau. Facts and Furious. Fact and Furious. En fait, ça élève le débat vers une grande erreur qui s'est faite. Merci. Donc, le problème du journalisme, c'est qu'il ne sait pas. Bon, les journalistes, a priori, n'est pas biologiste, il n'est pas médecin. Donc, s'il voit quelque chose, il veut contrôler un ministre ou il veut contrôler une politique, il doit demander à des gens. Mais avec les médias modernes, on va sur Wiki, on est très fainéant. Au lieu de téléphoner à 5 personnes et de faire un boulot en une semaine, on le fait en 10 minutes au départ de sa console. Et je critique pas, mais c'est un peu la réalité de ce qui se passe. On a le monde à ses doigts. Mais est-ce que le monde est vrai? C'est là la question. Et donc, il y a eu très tôt des officines, et c'est marrant parce qu'elles se sont créées très vite en début de crise pour tuer des scientifiques de grand renom. Je pense notamment à Maculog aux États-Unis. Il y a eu un IDIS. Il publie des données mesurées qui montrent un nombre de dangerosité du virus si on fait la vraie statistique. Et il se fait éteindre alors que c'est un plus grand. Et il est prof à Stanford. Il s'est fait éteindre par la presse. Et donc, les officines, c'est quoi? Ce sont des gens qui se sont donnés, sans compétence, qui se sont donné le droit de faire du fact-checking. Mais comment ont-ils eu pignon sur rue? Et c'est ça qui est très intéressant dans le scandale Fact and Furious, c'est que ils ont créé leurs officines. Il y en a eu plein. Il y en a eu en Belgique. Ils se connaissent parce qu'ils se sont liés. Ils sont peut-être téléguidés. C'est une question légitime. Et à un moment, ils ont eu des credentials. Donc, ça veut dire que dans le cas de Fact and Furious, ce site qui est lié, je crois, à Rudi Reichstadt aussi, donc Conspiracy Watch, tout ça, ça existe depuis des années. Et il y a un moment, ils ont eu des accréditations de l'AFP, l'agence France Presse. Et alors, ces gens se donnaient le droit de changer des pages wiki et se donnaient le droit de faire du blanchiment d'informations. Je crois qu'Idriss Abelkan a dit il y a quelques jours sur des médias, c'est vraiment une entreprise de blanchiment. De la fausse information est validée via la plateforme des réseaux sociaux. Et alors, les journalistes diffament de bonne foi. Et c'est quand même fascinant de se dire ça parce donc que c'est récupéré partout dans tous les médias mainstream et donc
considéré comme une vérité. Voilà. Et alors, si par exemple quelqu'un enregistre en disant, mais j'ai publié 3000 papiers à la Raoul, par exemple, le journaliste qui l'a dit, va dire, mais moi je suis de bonne foi, j'ai trouvé l'information partout. Mais quand on sait que, par exemple, Fact and Furious a reçu son accréditation en 3 jours, et quand on sait que des vrais journalistes la perdent ou ne la reçoivent pas, cela pose des questions. Et ils ont disparu. Hein. Entre-temps, paraît-il, leur plateforme n'est plus du tout disponible. Ah oui, mais je crois que ce scandale va aller au fond des choses, ça va peut-être détricoter. Pas qu'on n'en parlera pas dans les médias traditionnels. Non, mais ça va, on ne peut pas cacher ça. Écoutez, on a 33 000 morts en Belgique. Si je vous dis, et je dis aux spectateurs qu'on a 30 000 de trop, ce virus tuait 2 pour 1000. SARS-2, maintenant on est à 200 fois moins. Ok? Donc, le virus de base tuait 2 pour 1000. C'est au niveau de la grippe. Ça n'a jamais été... C'est dangereux, ce virus, parce qu'il vous met très vite en pneumonie bactérienne et vous pouvez y rester. La preuve, c'est qu'on a eu 2% de morts. Mais 2% face à 2 pour 1000, c'est 10 fois trop. Donc, c'est très simple. 33 000 morts en Belgique, faisons une maths simple. On en aurait eu 3 000 au maximum si on avait fait de bonnes gestions. Donc, il y a 30 000 victimes qui seraient là si on n'avait pas foiré. Sur la planète, ça va plus loin parce qu'on a 24 à 26 millions de morts. C'est quand même énorme. Depuis quand on a eu 24 à 26 millions de morts, si on fait le même ratio 9-1, ça veut dire qu'on a, on va dire, 2 à 3 millions qui auraient peut-être décédé, des virus terminaux, des gens qui étaient très malades, en voie de presque mourir, et le virus les achève. Et il faut se battre pour sauver ces gens. Mais quand on remarque, on a une facture qui est à 90% trop élevée, mais qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens, aux 20 millions de gens qui sont morts pour rien? Et si on va alors à la perte scolaire, ça c'est encore pire. On a enfermé les gens, on a mis les gosses hors de l'école. Bon, chez nous, ça a été on-off, ça a été la classe laptop. Ça veut dire qu'on pouvait faire des choses à distance, c'était pas facile, mais on s'en sort et les gosses ont perdu 1 an ou 2, mais ils vont rattraper. Mais si vous allez au Brésil ou en Inde, si on met un gosse pendant 1 an et demi hors d'école, ça va passer, il retournera jamais à l'école. Donc on a tué une génération de petits humains sur la planète. Pourquoi? Pour un truc qui tue 2 pour 1000 au maximum, et on sait maintenant que c'est même moins. Donc, je crois que cette question est légitime. Et voilà. Et donc, moi, j'ai pas les réponses, mais je crois qu'il faut poser la question. Donc, pour en revenir aux médias, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela, pour rétablir la confiance des citoyens envers tous ces médias généraux, mainstream, comme on dit. Les gens, 20% peut-être, ont vraiment confiance dans les médias généraux, ce qui est énorme, enfin, très bas. Oui, c'est énorme comme des confitures. Je crois que, je suis pas un homme de médias, donc je dois être prudent. Je peux dire que des idées, on est ici au Café du Commerce, n'est-ce pas? Donc, je dirais que quand je vois que les médias ont été, au lieu de faire leur boulot de journalistes d'investigation, ils ont été des communicants, comme des attachés de presse. Pour moi, journalisme, j'y connais rien, mais c'est pas la même chose qu'être attaché de presse. Des agences de com, voilà. Qui ça, ils relaient pas une faire. information. Et on a, en Belgique, on a bon, je vais pas les citer, mais on en a 3 ou 4. Il y a des journaux qui ont fait, et je peux citer le Vif, par exemple, qui a donné la parole à tout le monde, l'Écho qui a donné la parole mais il y en a beaucoup qui ont été unilatéraux. Unilatéral. Il y a eu des émissions à la RTBF où il y a des choses criminelles qui sont passées. Quand un certain docteur D, que je vais pas nommer, dit en public qu'un autre docteur dans la province de Liège est appelé à l'ordre des médecins parce qu'elle aurait fait quelque chose, qu'elle ait fait ou pas, il n'a pas à le dire, il devrait perdre sa carte. Ce type est en fait en violation de son code de déontologie. Il est médecin, il le sait, mais on peut pas, parce que l'ordre des médecins est un tampon entre, il protège à la fois la médecine et protège aussi les gens. Et s'il y a pas mal en demeure, ça s'arrête là. S'il y a péril en demeure, c'est le devoir de l'ordre des médecins de transmettre un dossier au parquet. Donc quelque part, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements en public. Je crois que les écoles de journalisme doivent faire leur mea culpa et leur aggiornamento. Il est temps, je crois, d'offrir des masters après masters ou des bachelors, des baccalauréat pour du journalisme scientifique ou pour du journalisme politique, des spécialisations. C'est pas plutôt au niveau des médias eux-mêmes, de la manière dont ils sont gérés, parce que je présume que ça a quand même une forte influence. Oui et non. Je crois en effet que c'est pas l'argent qui est toujours le problème. L'argent et les pressions, ça peut être un problème, mais je crois qu'au départ, les gens ont une capacité de résistance. S'ils ont une manière de penser indépendante, ils vont offrir plus de friction face aux pressions. Il n'y a pas eu de friction du tout. Non, mais s'il y a de la friction, on les renvoie et on prend quelqu'un qui fait moins de friction. Parce que les journalistes sont formés à ne plus faire dans l'émotionnel. Ça fait 20 ans dans les écoles de journalisme, on dit il faut que, un jour, je me souviens d'une interview, il y a maintenant, ça fait une vingtaine d'années justement, lors de la débâcle irakienne. Il y a une journaliste qui vient me trouver de la RTBF et je lui explique quelque chose. Elle me dit, vous dites comme l'autre.
Je dis, ben, c'est bien, non? Ah non, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de débat, donc ça n'intéressera personne. On m'a dit ça. Faut être polarisant pour faire du clic. Voilà. Donc, ou du clic ou du chiffre pour la publicité. Donc, il vaut mieux avoir un type qui bugle, et on en a en Belgique, que quelqu'un qui dit, autour d'une table, on est trois, on est tous d'accord, on va bien s'en sortir. Ça n'intéresse personne. Donc, il y a déjà... Ici, en l'occurrence, ceux qui n'étaient pas d'accord, on a essayé de ne pas les entendre. Ah oui, on n'a même pas voulu, on n'a pas voulu leur donner le micro. Donc. Mais donc, la presse doit peut-être faire des curriculums un peu améliorés. Ensuite, il y a quelque chose sur les réseaux sociaux que, maintenant, parce que j'y ai été victime moi-même, il faut arrêter l'anonymat. Quand on signale quelqu'un, que ce soit LinkedIn ou Twitter, c'est comme le review scientifique, il faut mettre son nom. Ça veut dire on peut pas bannir, par exemple, Martin Zizi qui a 40 ans de carrière sur base d'un type qui a jamais rien fait et qui dit ce type il raconte des faussetés, sachant qu'il y a des trolls derrière qui amplifient et donc il y a 10 personnes qui se plaignent sans qu'on sache le nom. Il faut pour un bon review que le nom soit donné à la personne qu'on veut bannir et ça changerait le monde. Ça donne la transparence adversariale. Vous parlez donc de ce système de délation qui est quasi généralisé maintenant, d'attaquer des personnes qui ont des avis différents d'autres, sans aucune base et sans qu'on sache qui sont ces personnes. Ouais. Et ça a des conséquences puisque votre propre site, donc LinkedIn, je pense... Non, mon profil LinkedIn a été banni. Je suis en justice contre eux parce que j'ai rien fait de mal et je peux le prouver. Et c'est marrant, LinkedIn, l'histoire est qu'à un moment, ils me bannissent et puis je vais en appel. Alors, ils me disent, oui, mais vous avez fait de la fausse information. Je dis, mais regardez, dites-le moi. Ils me montrent 3 de mes posts. Et je dis, mais ça tombe bien, celui-là, il y a une référence, celui-là, il y a 2 références. J'ai pas de fausse information. Ils disent, oui, mais vous contredisez le discours des autorités officielles, mais ils l'ont mis sur papier. Et ça, c'est grave. En démocratie, c'est non, mais c'est grave parce qu'ils l'ont mis sur papier, c'est illégal même. Donc, je crois que je vais gagner contre LinkedIn très facilement. Je me bats pas pour y revenir parce que ils ont mis sur papier quelque chose qui leur est interdit. D'être une agence du gouvernement. Donc, ce que vous aimeriez, c'est qu'il y ait un système de médiation. Non, je voudrais bêtement que ce soit plus arbitraire et caché. Si quelqu'un fait un rapport sur Twitter en disant Sandra Ferretti raconte des carabistouilles, comme d'habitude, voilà, ben, c'est peut-être une marque de fabrique. Si c'est Martin Zizi qui le dit, Sandra Ferretti doit avoir l'occasion de savoir que c'est Martin Zizi. Mais non, celui-là, c'est parce que c'est un type qui m'en veut, etc. Donc, c'est juste, et ça ne doit pas se passer sur la place publique, ça ne doit pas être un grand média, ça ne doit pas être une médiation juridique, c'est un processus normal, à charge et à décharge. On ne peut pas juste sur base d'une dénonciation anonyme condamner quelqu'un en hégémonie. Parce que ça s'est passé, ou diffamer quelqu'un. Moi, j'ai des profs de Gosselies qui m'ont traité de bas de plafond, d'extrême droite, parce que après m'être fait virer de Twitter, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont eu un victory lap. Ils se sont félicités tous en groupe sur Facebook. Les cons. On l'a eu enfin, etc. Et alors les gens disent mais qu'est-ce que vous avez fait? Et du coup ces gens sont parlés et j'avais des copies d'écran assez marrantes, on me taxait de néofasciste, etc. C'est marrant pour un homme de gauche qui a toujours aidé les gouvernements de centre-gauche ou de gauche. Et alors quand quelqu'un lui fait remarquer mais Martin Zizi a travaillé beaucoup pour des partis plutôt à gauche, oh je m'en fous, ils sont devenus fous, etc. Donc on fait passer quelqu'un qui a un nom séfarade et qui est de gauche pour un néo-nazi. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de contre-vérité, il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Okay. Alors vous disiez qu'on aurait pu sauver plusieurs dizaines de milliers de personnes en Belgique. Comment? Ça, c'était... Il y a des médecins qui l'ont fait, en fait. Je l'ai dit, j'ai eu une interview sur la RTBF avec Eddie Kakelbergs en début de crise, vraiment avant que ça éclate. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que on s'est croisé dans le passé lors d'autres crises que j'avais gérées, donc ils mettent tout dans ce contexte-là, j'ai une réputation. Et puis je dis, en fait, SARS c'est dangereux. Moi, vous m'entendrez jamais dire que SARS c'est rien, ou que SARS c'est la fin du monde. SARS c'est dangereux parce qu'il va très vite en complications. Donc, un virus du rhume, c'est un virus du rhume. En général, ça se passe très bien, on n'a même pas de complications, on n'a pas de bronchiolite quelque part. SARS, en 48 heures, 24, 36 ou 48 heures, en fonction de notre génétique, il va tellement profond dans les poumons qu'il nous met en danger parce que les bactéries arrivent dans le fluide et l'inflammation pulmonaire du virus. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner un antibiotique. Un antibiotique marche pas contre un virus, mais un antibiotique évite la danse bactérienne et c'est principalement du c'est plutôt du staphylo et du strepto avec parfois du pseudo quand on arrive à l'hôpital. Je dis des 3 noms de germes ici. Mais en gros, ça,
il faut savoir que 30, selon les endroits, il est publié, et ça a été reproduit partout sur Terre, 30, 60, jusqu'à 70% des gens qui arrivaient aux soins intensifs, à l'entrée des soins intensifs, après 10 jours sans traitement, juste avec du Doliprane ou de l'aspirine, avec des infections bactériennes profondes. Or, une pneumonie, avant l'ère de la pénicilline, c'était une chance sur 3 de mourir. Mais comme on a interdit aux médecins de pratiquer, on est retourné à une chance sur 3 de mourir. Comme dans les années 18 avec la fameuse grippe espagnole. Donc, on aurait dû traiter, et pas traiter à l'aveugle, parce qu'il y a des gens qui ont déformé mon propos en disant « Oui, mais il veut donner des antibiotiques à toute la population, ça va faire encore des problèmes. » Non, je suis pas fou. J'ai étudié la résistance aux antibiotiques pendant 20 ans. J'ai même d'autres idées à ce sujet. Je sais très bien que c'est un vrai problème, vu que ça a été un de mes sujets de recherche. Non. Mais quand un médecin qui voit son patient met un stéthoscope, entend du jus dans les poumons, on appelle ça des signes. Donc, l'auscultation clinique, il sait qu'on risque la pneumonie, il peut donner l'antibiotique. Si le médecin voit son patient. Voilà, et c'est ce qui n'a pas été fait. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de la première ligne. J'ai eu deux grands papiers, un dans le vif, où je dis, il est temps de changer de paradigme. J'ai attaqué personne dans ces papiers. Je dis, utilisez la première ligne médicale. Parce qu'avoir la première ligne médicale, et on est un peu plus de 30 000 en Belgique, c'est la meilleure manière de protéger les hôpitaux et garder l'infrastructure intacte pour les vrais cas graves. Et on aurait pu éviter, parce que, désolé, mais avoir un test PCR, si vous aviez pas de germes, ça va, c'est un faux cas. Et si vous avez le germe, mais restez bien à la maison, restez bien à la maison, deux conséquences. Vous infectez papa, maman, la bonne et le chat. Donc, le chat, j'y reviendrai. Et en plus, vous vous dégradez. Parce que vous n'êtes pas traité. Et donc, le médecin, il vous donne un QR code pour le test. Puis, une fois que le test est positif, il dit restez bien à la maison, stay safe. Et puis, on vous envoie à l'hôpital après 10 jours. Et moi, j'ai des collègues cliniciens qui m'ont déjà dit, mais tu te rends pas compte, Martin, je voyais des gens mourir. Je dis, mais ils mouraient de quoi? Ah, ils étaient polyinfectés et avec des multiple organ failure, ça veut dire terminaux parfois. Je dis, mais comment ils sont arrivés comme ça? Ah ben, ils sont arrivés comme ça à l'hôpital. Est-ce normal? Ah ben oui, mais le germe. Je dis, mais à quel jour? En général, c'est 8, 10, 12 jours. Et alors, ces cliniciens disent, mais putain, si on les avait pris au jour 2. Donc voilà un des premiers points. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un revirement ou une certaine prise de conscience de la part des médecins en général, qui ont vraiment écouté ce qu'on leur a dit au départ, de ne plus voir leurs patients, de rester eux-mêmes à la maison et de donner de discuter par téléphone avec leurs patients? Est-ce que vous voyez aujourd'hui que certains d'entre eux, ou une majorité d'entre eux, changent un peu d'avis et se rendent compte qu'il y a eu un problème à ce niveau-là? Je crois que certains, c'est pas encore une vague, mais je crois qu'il y a un flottement parce que les médecins se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je crois qu'il y a les médecins qui ont été, je dis, il y a trop de manières d'y fonctionner. Les gens corrompus et qui ont des intérêts cachés. Je parle pas de conspiration, je parle juste d'alignement d'intérêts temporaires qui se rejoignent. Il y avait quand même beaucoup de sous en jeu. Ça, c'est les mauvais. À côté de ça, il y a des gens qui ont dysfonctionné en ne comprenant rien parce qu'ils sont pas informés. Il faut savoir que la médecine est un métier assez dur, assez long, et parfois on se tient pas assez à jour. Et on n'a pas le temps. Donc moi, je jetterais pas la pierre à mes collègues médecins. Je dis, vous auriez pu quand même pu lire un peu. Mais bon, ils l'ont pas fait. Donc ils ont cru. Qui aurait cru que les instances de santé publique allaient publier des fausses statistiques? Qui aurait cru qu'ils allaient donner des ordres un peu cons? Qui aurait cru ça? Le médecin, il doit bien suivre l'Académie royale de médecine. Donc, à partir du moment où le système commence à dysfonctionner au top-down, donc du top, le médecin qui est de bonne foi, il dit, mais moi, j'écoute les vrais médecins, je veux pas écouter les Zizi ou les Bernard Rentier sur les news alternatives. Et c'est une erreur, parce qu'ils auraient pu contrôler eux-mêmes. On a effacé ce qu'on a appris à l'école. Par exemple, l'immunité, ça dépend des anticorps. Non, il y a des cellules, il y a des lymphocytes. Les années SIDA nous ont dit qu'il y a des lymphocytes T-helper et des killers. On a des T4 et des T8. Tout ça a été gommé. Et on veut régler qu'un taux d'anticorps. Mais je veux revenir à punir la question. Donc, les médecins ont dysfonctionné soit par manque d'update. Et une autre manière de dysfonctionner pour les médecins, ils ont compris mais ils voulaient pas d'ennui. Ils voulaient pas d'ennui. Parce que quand ils voyaient qu'un ou deux médecins sont fait attaquer à l'ordre et les gens vivons cachés, ils savaient, ils vont pardonner. Tout le monde n'est pas un docteur Bouillon qui lui fait au contraire et Lagardère vient à toi. Mais quelque part, on peut en sourire, mais il a vraiment aidé parce qu'il faut traiter les gens très tôt, ou il faut les envoyer à l'hôpital plutôt qu'au jour 12. Si le médecin voit un de ses patients qui se dégrade et qui est vraiment dégradé, qui a 2 doigts de la pneumonie, je peux plus rien pour vous, aller à l'hôpital. Donc, au plus tôt on prend des prises en charge, pour quel que soit le problème, et il n'y a pas que le problème des infections. Et alors, Martin Zizi, comment est-ce qu'on répare cette dysfonction? Est-ce que vous avez des pistes? J'ai pas de secret. Parce que vous parliez de cette dysfonction top-down. Oui. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je crois à la peur.
Et donc, la peur est toujours mauvaise conseillère. J'avais publié en 1900, je crois que c'était en 2002 dans le Livre Belgique, une double page sur la guerre en Irak pour laquelle il fallait pas y aller, en disant que chaque fois qu'une société a peur, la première victime, c'est le bon sens. Il passe par la fenêtre. C'est ce qui s'est passé. Et la peur a été instrumentalisée. C'est là où je crois qu'il faut poser une question légitime. Je crois que quand on voit la conférence de Mark Van Rans à Chatham House un an avant la crise, où il veut qu'une seule ligne directrice, etc., je crois que c'est là qu'il faut poser des questions. Il y a eu des gens qui étaient prêts avec une politique déjà prédéfinie. Et je parle pas encore de conspiration, je crois qu'il y a des alignements d'intérêts. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, le virus du SARS-2, il circulait depuis un an. On a dans les égouts, que ce soit par exemple à Barcelone, que ce soit à Paris, ou dans quelques 4-5 villes européennes ou même en Amérique du Sud, et je crois à un endroit aux États-Unis, on a trouvé SARS-2 dans les égouts à partir de mars 2019. La pandémie, on la déclare en janvier, février 2020. Et on n'avait pas de mort. Pourquoi? Parce que ça passait pour une méchante grippe, on traitait les gens. Et avant d'avoir un virus dans les égouts, il faut pas 10 cas. Hein. Pour avoir un virus quand il est mesuré dans les égouts, il faut compter des centaines de milliers de cas. Donc, vous voyez, il y a aussi le fait de déclarer une pandémie, peut-être parce qu'il y avait d'autres raisons politiques, mais je crois qu'il faudra un jour expliquer. Et ça a été un foirage intégral. Donc, je crois que je peux dire que les données qui existent, on avait SARS qui circulait sur la planète librement, sans tuer. Et finalement, à cause de la peur, on a implémenté une politique de type tiers-mondiste chinoise à une société qui avait des moyens. Il faut se rendre compte qu'en Chine, à Wuhan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient pas ce qui leur arrivait. Et on s'en fout du débat, ça vient d'une chauve-souris, d'un rat, c'est pas ça la question. Il y a des problèmes. Qu'ont fait les autorités chinoises? Ils ont pas assez d'hôpitaux. Ils ont pas assez de médecins. Wuhan est une ville d'11 millions d'habitants. Ils ont construit en quelques semaines 2 hôpitaux généraux de 10 000 places. C'est un fait, mais comme ils n'avaient pas d'infrastructure, ils peuvent pas donner des tonnes d'antibiotiques ou soigner les gens avec des respirateurs, etc. Ils ont été pris de court et eux ont fermé parce que d'abord c'est un pays assez dictatorial, n'ayons pas peur des mots, mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. On ne sait pas ce que c'est, on va retourner au Moyen Âge, on colloque les gens et l'Occident ou des sociétés plus riches, il n'y a pas que les pays d'Europe, ont tous imité une politique chinoise qui n'a pas de raison d'être en Belgique, où quand même on a plus de 30 000 médecins et on a une infrastructure allez, le système de santé belge est quand même très compétent. On peut se plaindre ou pas, mais c'est pas un système désuet. Même chose en France, qui est encore aussi bien. En Chine, ça semble poser des problèmes à la population et au gouvernement. Donc même là, ça semble être quand même poser des problèmes. Là, vous ouvrez une porte, c'est fantastique ça. Le zéro Covid. Merci de me tendre une si grosse perche, ça devient une poutre. Pendant 2 ans, nos autorités belges ont parlé de zéro Covid. Il fallait vaincre le virus. C'était une guerre contre un ennemi invisible. La connerie, hein. Bon, toujours est-il que cette guerre contre l'ennemi invisible du zéro Covid n'a jamais été tenable. Les virus vivent parmi nous. Les SARS sont là depuis des dizaines de millions d'années. S'ils nous attaquent, c'est parce que ces virus du rhume, ils nous connaissent et ils seront là après nous. Hein. Quand on aura disparu en tant qu'espèce, SARS sera là. Pourquoi? Il n'est pas spécifique de l'humain, il va chez les animaux, il saute, il fait du ping-pong entre 840 espèces animales. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, le problème est là. On ne sait pas contenir un virus. C'est une zoonose. Et ce qui me fait sourire, et c'est pour ça que je dis que c'est une poutre, c'est qu'un des conseillers du gouvernement belge, le docteur Van Atem, a dit en juin 2020, dans les émissions, vous savez, la vérité du moment, ce que l'IEX a fait, a dit de toute façon, il faudra vérifier ce virus, c'est une zoonose. Il a dit bêtement. Donc, autour de la table, il y avait la connaissance que ce virus n'était pas contenable. On n'a rien fait. On a quand même fait les lockdowns. On peut voir 2 personnes au barbecue, tous ces calculs. Moi, j'admire la phrase du docteur Jean-Luc Gallat qui dit ces bulles, c'est se foutre de la gueule des gens. Il l'a dit. On l'a éteint pour ça, mais il avait raison parce que quelle différence entre une bulle à 2 et une bulle à 3? C'est un modèle mathématique. Mais la médecine, c'est pas ça, c'est pas des chiffres. Le modèle mathématique, c'est s'il n'y a pas le facteur humain. Et donc, quand un virus peut donner à Poussy et revenir chez vous, donc avec le chat ou avec le chien, mettre les gens à la maison, c'est peut-être pas la meilleure décision. La Chine a continué. Et c'est ça où ça va mal. Donc, nous, on a fait du zéro Covid et on en est revenu discrètement en disant on n'a jamais fait de zéro Covid. Donc, les mêmes se refont une virginité maintenant après avoir beuglé pour zéro Covid. Maintenant, il n'y a plus de zéro Covid et c'est les Chinois les méchants. Ouais. Mais que faisiez-vous il y a 3 mois, chers messieurs, dames? Vous disiez la même chose. Et donc, c'est vrai que c'est une poutre, ça. Ouais. Et les Chinois, ça va pour le moment mal se passer. C'est le seul pays du monde où, en fait, ils ont encore des grands chiffres et des morts.
Parce qu'ils ont fait un lockdown ils ont enfermé tout le monde pendant très longtemps, et donc on ne crée pas d'immunité naturelle. Et donc ces mêmes médias qui prônaient pour garder un lockdown strict en Belgique, en Europe, sont les mêmes médias qui aujourd'hui dénoncent les horribles... On peut qu'admirer, en yiddish, on appelle ça chutzpah. On peut qu'admirer leur mauvaise foi intégrale. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de journalistes ont un giuramento à faire. Et les écoles et la presse en général doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, donc alors en fait c'était le vaccin qui aurait dû nous sauver et nous permettre d'atteindre ce fameux objectif zéro Covid, non? Oui et non, parce que un vaccin, il faut comparer vaccin et immunité naturelle. Le vaccin, il donne un certain type d'anticorps une fois que le virus est dans le sang. Les IgM, c'est un peu tard. C'est pour ça qu'il n'a jamais protégé contre les transmissions, parce qu'il n'a pas de réponse pulmonaire. Si on s'infecte naturellement, on a une réponse sur IgA de surface. Donc les IgA sont des anticorps, et il y a A, B, C, D, E, et les IgA sont dans la surface des poumons, toutes les muqueuses. On a sur la bouche, les narines, etc. Et donc cette immunité des muqueuses empêche le virus de rentrer, empêche soit de devenir très malade, et donc si on a moins de charge virale, empêche de contaminer d'autres. Donc les gens qui sont immunisés naturellement ont une meilleure résistance aux germes. Aussi parce que chacun s'immunise de sa manière personnelle. Vous allez vous immuniser contre le côté droit du virus, moi je vais m'immuniser contre son côté gauche, elle contre une troisième protéine, et donc c'est comme si chacun avait une clé individuelle. Nous avons des centaines de millions de clés différentes pour bloquer l'intrus. Ça empêche mieux. Oui, c'est plus résistant parce que c'est pléiotropique, c'est multifactoriel. Alors que le vaccin est un produit standardisé, et donc la meilleure preuve en plus qu'il n'a pas marché, c'est que quand il y a un variant qui échappe au vaccin, il échappe à tout le monde. S'il échappe à tout le monde, c'est qu'il est sélectionné par le vaccin. Sinon, s'il était sélectionné par la nature et par les variants, il n'échapperait pas à tout le monde qui est vacciné. Donc ça, c'est quand même... Donc le vaccin a été un grand flop. Il nous a pas protégés. Et en plus, moi, je me pose la question. C'est une question scientifique et je voudrais que mes collègues belges et internationaux y répondent. Je les mets au défi de résoudre ce problème. On a SARS-2, dont on dit qu'il tue 2% parce qu'on a mal géré. Ça, c'est juste qu'il y a alpha, on parle, c'est décembre 2020, janvier 21. On n'a pas encore vacciné en masse. Puis on a Delta qui apparaît entre janvier et février 21. La mortalité brute de Delta, vraiment la mortalité grave, si on la compare au SARS avec les mêmes paramètres, c'est 4 fois moins, 0,5%. Pourtant, on disait le contraire dans les médias. Oui, mais je me souviens qu'on a fait une présentation et que certains en Belgique vous disaient que je rêvais et je montrais les données de Public Health England qui étaient très claires, on les a même mis sur le site. Donc, si Delta avait moins d'1%, 0,5%, on en arrive à se dire, oui, mais le vaccin marche parce qu'on meurt moins. Mais est-ce que c'est le virus qui a changé? Est-ce que c'est le fait que ce soit un été? Ça s'appelle des facteurs confondants. Et dans les centaines d'études qui sont sur la littérature scientifique mondiale, il y en a qu'une ou deux qui ont fait le vrai travail d'épidémiologie. La plupart ont dit, grande statistique, il y a moins de morts, mais c'est pas le même virus. Il est déjà moins mortel. Oui, mais ça marche. Et je me souviens d'avoir des conversations très punchy avec des scientifiques belges. On se parlait entre nous. Je dis, mais Martin, tu dois bien reconnaître qu'on meurt moins. Je dis, whatever. Ça signifie quoi? C'est quoi? Mais il y a l'immunité naturelle aussi, puisque tout le monde a été contaminé. Il y a aussi l'effet de moisson, et puis il y a aussi l'évolution, comme vous expliquez, des variants. Oui. Donc naturellement, les variants deviennent de moins en moins. Ça, c'est la loi de la nature. Ça veut dire qu'un virus doit choisir, s'il veut avoir du succès génétique, il doit choisir entre tuer et se disperser. C'est pour les virus pulmonaires. C'est pas vrai pour d'autres virus. Un virus pulmonaire, s'il se disperse très vite, c'est qu'il tue pas. On peut être malade, on peut même être mis en danger, mais il n'y a pas de mortalité. Pourquoi? Parce qu'un mort, ça ne tousse pas, un mort, ça ne crache pas, un mort, ça vous infecte plus. Donc ça coupe la transmission. Voilà, exactement. Ce qui m'a fait rire, c'est que j'avais un cousin en Italie en début de crise qui me montrait les images de Brescia et qui me disait, tu te rends compte, Martin, on ne sait même plus enterrer dans les mortuariums, on peut plus, on empile les cadavres. Je dis, mais quelle a raison? Mais tu te rends pas compte de la contagion? Et je dis, mais c'est un virus respiratoire, si le patient ne tousse pas dessus. Ils sont plus patients. Et puis, c'est un type qui est banquier dans la vie, il me dit, oh pardon, je te fais perdre ton temps. Donc, on a encore une fois sous peur dysfonctionné. Et donc, c'est vrai que quand Delta est arrivé, il se dispersait très vite, donc il était moins dangereux. Et avec Omicron, et même Saint Bill Gates l'a dit, sadly enough, Omicron vaccinated faster we could. Donc, lui, il a été partie prenante de la crise et maintenant il a tiré ses billes. Mais donc, tout ça est fini?
oui, SARS c'est fini, la raviole de Ouistiti n'a jamais commencé, mais il faut parler des virus émergents. Parce que ce que je vois de plus en plus dans la presse, et ça c'est quand même, ça m'inquiète aussi. C'est sûr que nous, humains, nous pouvons être soumis au jeu de la sélection darwinienne avec les germes. Nous sommes en compétition avec eux et nous sommes pour eux foodstuff. Nous sommes de la nourriture et même pas la meilleure. Parce que les germes sautent entre espèces. Et il n'y a pas que les pathogènes humains ne sont pas spécifiques d'humains pour la plupart du temps, sauf à très rares exceptions. Donc on a là un problème. On a, il y a 2-3 jours, on a eu des communiqués de presse partout sur Terre. On a ressuscité un virus vieux de 50 millions d'années qui a été trouvé dans la toundra post-soviétique. Donc, un truc qui est relâché par le changement climatique. Et on dit, il faut se préparer parce qu'il y a des... Bon, si on regarde les familles de ces virus, ils ont des noms marrants parce qu'il y en a un qui s'appelle Pac-Man, Pac-Man virus. Donc, on a créé des nouvelles familles. Mais il y a un papier Clavieri en France qui analysait ça. Tous ces virus sont des virus pour les amibes. Acanthomoby et Molytica. C'est pas des virus à nous. Donc, il n'y a pas de danger pour nous. Mais c'est pas une raison pour ne pas s'en occuper. Donc, je crois qu'il faut faire des inventaires. Et les microbiologistes environnementaux sont là pour ça. Un des plus grands problèmes de cette crise, c'est qu'on n'a pas demandé aux microbiologistes environnementaux ce qu'ils devaient faire, parce qu'on aurait tout de suite dit, c'est un virus qui est chez les chats, les chiens, les lapins, les veaux, les vaches, cochons, donc s'il vous plaît, pas de lockdown. Mais les bactériologistes et virologues environnementaux vous auraient aussi dit, il faut être attentif à d'autres choses. Et donc, il faut être prudent. Mais dans les lessons learned, et ça, c'est peut-être un problème avec les maladies émergentes, quand un virus est une zoonose, ça sert à rien de faire du zéro. Le zéro n'existe pas. Et pour un autre argument pour dire que le zéro Covid fut une connerie intégrale et une hérésie scientifique et médicale, on ne tombe pas malade avec un virus. On ne tombe pas malade avec 10 virus dans ses poumons. Ni avec 100, ni avec 1000, ni avec 10 000. Il en faut 1 million par millilitre. 1 million par millilitre, pour nos téléspectateurs, c'est en fait 1000 milliards par mètre cube. Ça, c'est le seuil pour être infecté. La PCR en Belgique, mal calibrée, elle comptait les cas positifs à partir de 30. 30 versus 1 million par millilitre, il y a quand même un problème là. Et donc, le zéro Covid, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 million par millilitre. Donc, il y aura toujours du Covid par PCR. Donc, vous vous rendez compte de tout ce... Est-ce que vous pensez qu'on peut retomber dans la même psychose? Oui. Les tests PCR, en fait, si le gouvernement a arrêté les tests PCR et le tracing, ça veut pas dire qu'en fait, ils veulent que ça s'arrête? Ils veulent que ça s'arrête parce que ça commence à devenir gênant. J'ai l'impression que c'est ça qui a entretenu, en fait... Oui, ça a entretenu la crise, mais ça devenait très gênant. Parce que on ne meurt plus. Omicron ne tue pas. Il n'y a quasi pas de mortalité. Mais on continue à faire du chiffre. Alors, les labos, c'est une question d'argent. Je crois avoir reçu de bonne part que, par exemple, sur les premiers 12 mois de la crise, il y a eu 1,4 milliard d'euros pour les tests, dont près de 700 ou plus de 800 millions pour une université connue et flamande. Et j'ai travaillé à cette université, donc je leur souhaite... C'est la KUL? Oui, c'est la KUL. Mais pour ne pas la nommer. Ils ont des grands labos, mais ils ont une très grande compétence en biologie moléculaire. Donc, c'est avec Gand et Liège, des gens qui sont des grands pôles. Maintenant, Gosli qui monte, ou pas. N'allons pas faire de palmarès belge ou belge. Mais la KUL, par son rayonnement et sa force de frappe, a eu la part du gâteau. Plus de 800 millions d'euros en un an. Vous savez combien de lits de soins intensifs on peut faire avec ça? Oui, mais je peux vous dire le calcul, ça va choquer les gens. Quand j'étais à la Défense, on a renouvelé le centre des brûlés. Les centres des brûlés, c'est il y avait 8 lits de high care dans les soins intensifs. Il y a le extreme high care, il y a le medium care, le low care. Donc on ventile, les prix sont différents. Il y avait 8 et 12, donc en gros 20 lits. OK, on a l'infrastructure est payée différemment parce que c'est l'État qui paye. Les salaires des médecins des infirmiers, c'est la Défense. Il y a parfois des consultants ou des contracteurs, OK. Et la biologie clinique est remboursée par l'INAMIC une fois par jour, alors que dans les soins intensifs civils, on peut en faire 4, 5 ou 6 par jour. Mais en gros, on a les mêmes normes. Il y a 96 personnes qui travaillent au centre des brûlés, donc on fait les 3-8 avec des équipes de 6 personnes par patient. En gros, c'est ça. Et ben ça coûte tout compris. En faisant la correction nécessaire si c'était fait dans le civil, parce qu'on coûte moins cher, faut multiplier par 3. Donc on coûtait à l'époque, on parle de 2007, 2008, maintenant les prix on pourrait les doubler, mais prenons 2007, 2008, ça coûtait à la Défense 8 à 9 millions d'euros. Faites fois 3, ça vous amène à 24 millions d'euros. Donc 24 millions d'euros, vous faites tourner un service de soins intensifs, infrastructure et biologie clinique complet en 3-8 avec des équipes compétentes, comme dans le civil, par an. Donc, 24 millions d'euros. Si on va à 100 millions d'euros, ça veut dire que on a 5 fois 20, ça fait 100. Donc, 24 millions, c'est 20 lits. 100 millions, on va dire, c'est 100 lits.
1 milliard, c'est 1000 lits. Tout frais payés. Et quand on voit maintenant que le grand débat, c'est de dire la médecine coûte trop cher et il faut regarder mesurer la performance généraliste, alors que c'est eux qui sont le backbone de la médecine. Et moi, j'ai jamais attaqué des collègues médecins. J'ai toujours dit dans mes communications, redevenez vous-même, redevenez vous-même. On n'a pas fait 7 ans d'études pour être des employés de bureau qui poinçonnent, qui donnent des questions. Ce que vous voulez nous dire, c'est que les tests PCR nous ont coûté plus cher que la création de lits. Oui. Qu'on aurait pu faire 1000 lits. On aurait pu faire près de 1000 lits de soins intensifs pour le moment. En fait, ici, en plus, on n'avait pas besoin vraiment de lits. Mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est pas une tendance plutôt à la privatisation? Ça pourrait être une tendance à la privatisation, c'est surtout une tendance à la mauvaise gestion. Parce que moi, je crois qu'il y a peu de qualité, ou il y a peu de gens qui osent dire non à un ministre, s'il a une décision dans sa tête, bonne ou mauvaise, parce qu'il faut pas donner la pierre aux gens tout le temps. Supposons que quelqu'un a une idée, on va tous maintenant faire ça, et un conseiller dit, ouais, je veux pas d'ennui, je dis oui, je fais. Et il y a des conseillers on dit, me rendez compte, ça a coûté cher, c'est une hérésie, etc. Donc, il y a un problème de gestion au niveau des États, mais surtout quand il y a un rouleau compresseur médiatique. Et une question que je me pose, est-ce que ce sont les médias qui ont influencé les décideurs ou les décideurs qui ont influencé les médias? Et ça, c'est une question, en toute honnêteté, je sais pas. Parce que je peux imaginer, et je veux pas sauver des ministres ici, je peux imaginer des ministres qui ont été des go with the flow, parce que c'est grave, je vois des morts partout. Donc, je ne sais pas. Et il y a peut-être, en tout cas, il y a eu un cercle vicieux infernal. On prend un type comme Van den Broek, par exemple. Ce type était vraiment, il était de bonne foi. Non, Van de Pantalon, c'est un cas à part. Il a une place spéciale en enfer. Il a une entrée spéciale pour nous. Il n'était pas là depuis le début non plus, donc. Oui, ok. Avant, c'était Maggie, mais Maggie a dit des choses intelligentes. Comme par exemple, les masques, elle a dit, ça protège contre les projections humides, mais ça protège pas. Et elle avait raison, c'était le consensus scientifique. Et ça redevient le consensus, malgré tout ce qu'on a dit entre les deux. Oui, c'est essentiellement par aérosol, et qu'en fait, la transmission par gouttelette. Voilà. Mais donc, en gros, on a réussi à faire du nudging et de la séparation sociale. Vous vous rappelez qu'on a fait, quand on veut se protéger d'une maladie infectieuse, on dit on va s'isoler un peu. Mais ici, on n'a pas fait restez chez vous, isolez-vous. On a dit il faut garder social distancing. C'est comme casser du social, casser du lien. C'est pour ça que je dis dans cette crise, il faut unir ce qui est départ. On a de manière sciemment cassé les gens, les séparer. N'allez pas en visite chez grand-maman à Noël parce que vous allez mettre en danger. La pandémie est toujours là. Oui, et on va en parler dans une minute parce que justement, c'est un point que je voudrais qu'on aborde. Mais Van de Pantalon, pour revenir à ce vénérable ministre, je crois qu'il a été plus que radical. Et il y a un moment, il faudra il pourra pas dire je savais pas. Parce que tout était connu avant. Mais bon, ça c'est de la politique, c'est pas mon domaine, mais je crois qu'il y a un problème. Alors pour la loi pandémie, il y a un problème. Parce que si cette loi vient, on l'a lu déjà il y a 2 ans avec des spécialistes, en fait, elle donne le pouvoir à l'administration de déclarer un état d'urgence. Et alors les lois du peuple belge s'arrêtent. Et alors des gens comme moi, on est mis en prison. Et des gens comme Collignon sont virés. C'est ça. C'est pas stipulé dans la pandémie, mais en tout cas, il y a des mesures coercitives pour gérer la pandémie. Oui, mais les mesures coercitives, c'est quoi? C'est l'ordre des médecins qui dit il y a une pandémie, donc la relation médecin-patient individuel est remplacée par la protection du groupe. Du groupe. Ça veut dire que si le débat se passe à l'ordre des médecins, si on accepte que l'éthique devient une éthique de groupe, au nom du groupe, on peut tuer quelqu'un. Il faut aller au bout des choses. Je dis pas que ça va se passer. Je ne dis même pas que c'est leur intention. Parce que l'enfer est pavé de bonne intention. Donc, c'est des gens tout à fait déconnectés, qui savent pas ce que c'est un patient à la médecine, qui viennent avec des solutions bureaucratiques et logistiques à un problème humain et médical. La médecine, c'est pas de la logistique. Et ce que je vois, c'est une tendance, pour répondre à votre question, à l'hyperlogistique et à une économie d'échelle. Ça coûte trop cher, donc il faut faire plus en faisant moins et on va utiliser les technologies. Le téléphone, ça remplace tout. Moi, j'ai un message pour nos dirigeants. La télémédecine, on a étudié ça à la Défense parce que, vous savez, on a des gens un peu partout sur la planète et les médecins, on n'en a pas assez, donc il fallait. On a fait des symposiums internationaux avec ça. Un jour même, on a fait une première mondiale entre un bateau et l'hôpital militaire. Donc, on a une expérience du passé. Et ce qui est vrai dans le passé n'a pas changé maintenant. On a toujours 2 problèmes. Les latences, ça veut dire que si on fait quelque chose à distance, il y a ces fractions, 1 seconde ou 2. Vous savez, ça dans les médias, parfois, vous parlez et si vous avez un retour satellite, il y a un délai. Parce que, bon. Donc, il y a un problème de latence. Ça, on peut corriger avec les systèmes et c'est comme l'électronique, ça coûte très cher. Mais en gros, c'est des systèmes de feedback haptique. Ça veut dire que on peut sentir à distance, mais il faut être lent. Il faut être lent parce que il faut le temps, la seconde et demie ou les 2 secondes, ça se passe. Un autre problème, c'est le rendu des couleurs. On s'est rendu compte qu'il est impossible de faire un diagnostic correct sur les fonds d'oreille.
malgré les caméras 4K, etc., ça marche pas parce que l'œil humain voit des nuances que le capteur CCD de la caméra voit pas. La rétine humaine est beaucoup plus performante que tous nos capteurs. Teinte de peau, même chose. Donc, il y a l'examen clinique ne peut pas être fait à distance. La seule chose qu'on sait faire, c'est écouter le cœur et les poumons. Donc, en fait, on peut faire de la téléexpertise, on peut analyser des dossiers médicaux, analyser des ECG, écouter des poumons, mais on ne sait pas faire de percussion d'examen clinique. Donc, c'est un médecin aveugle. On retourne à la médecine du 19e siècle, alors qu'on est au 21e. Donc, je crois qu'il faudra peut-être pas des médecins. Les gens vont dire ça coûte trop cher. Aller examiner des gens, on peut former du paramédical peut-être pour ça. Donc, je crois qu'il y a plein de débats à faire, mais on ne peut pas remplacer un métier de contact avec un outil appelé téléphone mobile. Et même avec les meilleures technologies du monde, ça c'est une hérésie et ça marchera jamais. Par contre, du télémonitoring pour les patients âgés, le monitoring cardiaque, il y a des niches pour la télémédecine. Il y a des vraies niches qui vont sauver des vies. Donc, je ne suis pas en train de cracher encore dans la soupe. Je crois que tout n'est pas délocalisable ou tout n'est pas gérable à distance. Et ça a été une erreur. Je crois que nos dirigeants et nos autorités médicales ont trop vite cru, on peut se servir d'une technologie qui n'existait pas il y a 10 ans, on peut faire des téléconsultations. On a fait en vrai de la disons que les limites de la télémédecine actuelle, on a vraiment vu les limites ça a aujourd'hui. Tué. Ça a tué. Parce que on n'avait pas les moyens, en tout cas, les outils. Mais l'outil technique va pas arriver de sitôt. J'essaie de dire, et je vais le répéter pour tout le monde, j'essaie de vous convaincre aussi, la rétine humaine est tellement plus performante, donc notre œil voit plus de nuances que tous les capteurs CCD. Donc, on n'a pas pour le moment de caméra, même si on a des résolutions. Notre œil n'a pas la résolution de caméra, mais il voit parce qu'il filtre. Notre cerveau apprend et retient. Et aucun système expert n'a ça. Et pour le moment, il y a un exemple par l'absurde. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un ordinateur qui a battu les joueurs d'échecs, qui a battu le joueur de Go, etc. Les trucs d'IBM, ça s'appelait comment Watson. C'est Watson. C'était l'intelligence artificielle qui battait le... Et depuis maintenant une dizaine d'années, utilisé au Memorial Sloan Kettering à New York pour aider au cancer diagnostic, pour faire de la médecine de précision. Watson connaît tout le passé médical de tout le monde aux États-Unis, ou même sur Terre, et peut faire des liens et dire, pour ce monsieur-là ou pour cette madame-là, il faut mieux ça, etc. Donc, ça fait 5 ans qu'ils attendent leur accréditation FDA parce que ça marche pas. Alors que Watson est un outil. Sans le médecin qui corrige Watson ou qui se sert de Watson comme aide, ça marche pas. C'est pas encore toujours au point. Il nous reste quelques minutes, Martin Zizi. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, pour vous, et puis pour la gestion d'une hypothétique crise qui nous arriverait sur la figure? Il faut être prêt, mais pas être prêt sur les mêmes prémices. Ça veut dire que il faut être prêt à renforcer la première ligne. Il faut être prêt à augmenter les capacités et avoir une capacité de réserve. Par exemple, il est parfaitement possible d'avoir des stocks nationaux de produits d'antibiotiques et de respirateurs, comme les masques. Il n'en faut pas des millions. Il faut un stock qui permette de tenir, par exemple, le premier mois. C'est comme ça qu'on fait de la gestion. Pour avoir, par exemple, des antibiotiques qui permettent de tenir 3-4 mois, au lieu de les acheter, on peut payer les firmes à les garder en stock chez elles. Vous êtes dans le domaine, donc vous savez qu'on peut avoir un rolling stock. Ça veut dire que la firme produit X millions de doses, elle met sur le marché les doses qu'elle a produites il y a 2 mois, mais elle garde 2 mois de stock et elle est payée pour la garde. Donc, ça veut dire que pour elle, c'est un tampon. L'État n'a pas à s'en mêler. Si on veut privatiser, la firme fait une marge sur le stockage. Et au moment T, à l'instant T, l'État dit j'ai besoin de toutes ces doses et on peut les ventiler. Donc, il y a des solutions. La logistique sert à la prévision. Elle ne sert pas à éponger une crise. Donc, je crois qu'il faut se préparer avec les moyens logistiques. On n'était pas préparé. Il faut aussi une communication transparente. Il faut que des gens qui ne sont pas directement liés au gouvernement, s'ils disent il n'y a pas d'erreur, ok. S'ils disent il y a une erreur, oui, explique-la moi. Et si la personne il ou elle a raison, il faut en tenir compte. Moi, j'entends très bien que les 3-4 premiers mois de la crise, on ait fait des gaffes. J'aurais pas fait mieux qu'eux. De janvier à mars, j'aurais dit mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est grave. Mais avril, on commence à avoir les premières statistiques fiables qui montrent que c'est pas aussi dangereux que c'est. En mai, on pourrait commencer à changer son fusil d'épaule. Non, on va dans une spirale infinie où on fait erreur sur erreur sur erreur. C'est la thèse de Perron. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de changer une fois qu'on avait un scénario formaté.
Alors voilà ce qu'il faut. Et qui était mondialisé aussi. Mais oui, mais ça c'est à cause du fait que ce sont les mêmes officines et il y avait ces fameuses officines comme Fact and Furious, etc. Blanchi l'information. Surtout McKinsey qui était visiblement qui gérait. Le Lancet aussi qui a fait. Ils ont eu petite bourde d'études. Mais ils ont tous été victimes parce que quand une société dysfonctionne, on est tous comme des oiseaux sans tête. Et donc un éditeur du Lancet, il n'a pas à être corrompu pour foirer. Comme tout le monde dit, il y a des morts au coin des rues, on les voit pas, mais on croit tous que c'est très dangereux. On va très vite et alors le peer review devient très léger. Moi, je disais dans mes interviews, je crois que la qualité d'un article scientifique, le filtre du temps l'améliore. Ça veut dire que je crois plus ce qui a été vu il y a 10 ans, confirmé il y a 5 ans et revu maintenant, que ce qui est publié la semaine passée sous pression médiatique parce que je veux faire un scoop. Parce qu'on en était là aussi. Et tout le débat sur les médicaments, moi je voudrais un jour qu'on ramène la bonne vieille, pas chloroquine, mais la bonne vieille amantadine, qui marchait sur SARS-1, marchait sur MERS, marchait sur SARS-2, était un antiviral reconnu, qui est parfaitement accrédité, mais qu'on a retiré du marché, je crois, 3 ans avant la crise, et qui n'avait aucun effet secondaire, et donc on peut en prendre des kilos. Donc il y a un problème là. Voilà. Donc il faut être prêt à avoir des bons stocks de molécules. Les vaccins, on n'en a pas parlé, mais je crois que les vaccins classiques gardent toute leur place. Parce que moi, j'aurais jamais osé faire face à un nouveau germe, c'est difficile évidemment, un vaccin. Non, c'est pas difficile. C'est ce qu'on a fait pendant un siècle. Ça prend juste 3-4 mois. Voilà, on sait le faire. On peut faire des vaccins très rapidement. On peut faire des vaccins classiques très rapidement. On a le germe, on l'identifie, on voit quelle est la meilleure protéine et on fait alors on fait par génie génétique. On fait les vaccins classiques, ils ont mis quand même beaucoup de temps à être sortis. Mais parce qu'on n'utilisait pas la biologie moléculaire pendant 10 ou 15 ans, mais depuis 10-15 ans, puis Angérix, etc. On peut aller très Non, ils l'ont pas fait. C'est ce que je voulais dire. Moi, j'aurais jamais osé faire un pari technologique sur une technologie qui a pas fait ses preuves. Avec l'ARN messager. Avec l'ARN messager et surtout avec la protéomique qu'on comprend pas. On comprend pas ce qui se passe dans une cellule quand l'ARN, quand on fait produire par les cellules humaines une protéine exogène, il y a plein de mécanismes de compensation dont on a parlé durant plusieurs interviews. Donc, faire un pari de technologie en pleine crise, c'est pour moi comme le pompier qui vient en plein incendie devant vous et qui va dire j'emploie plus de l'eau. Mesdames et messieurs, soyez rassurés, nous avons plus d'eau, c'est pour ça que j'ai pas de camion. J'ai un petit produit, c'est une pastille, c'est nouveau, vient de sortir, ça va éteindre le feu et vous êtes les premiers clients. Alors ça, moi je crois que ça vous donnerait pas confiance parce que en cas de crise, vous aimez les solutions classiques. Et donc en cas de crise, on avait des vaccins classiques et on a dit il faut aller vite et seul l'ARN permet d'aller vite. Non, on pouvait aller vite aussi avec la technologie classique. On aurait peut-être changé 1 mois ou 2. Il faut arrêter ça. Donc faire un pari technologique en pleine crise avec quelque chose de non testé, ça pose aussi question. Maintenant, la chance qu'on a eue, parce qu'on a eu la chance, c'est chez 80% des gens, il n'y a pas de problème. Mais quid de ces 3, de ces 5, de ces 10% ou de ce % qui ont certains effets secondaires chroniques, alors que pour un non-problème qui n'était pas dangereux pour eux, quand ils vont se rendre compte de ça, je crois qu'il y aura des questions à poser. Voilà, en tout cas, Martin Zizi, merci tellement d'être venu nous voir. On va suivre avec grand intérêt donc la suite des événements avec ce cas judiciaire qui vous pend au nez pour l'instant. Et ça, c'est assez effrayant d'ailleurs, et on espère que ce n'est juste que de l'intimidation et que... On verra bien. Moi, je crois que ça ne me fait pas peur parce que je crois avoir rien fait de mal. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'on ait osé ça. Ça m'interpelle vraiment. Parce qu'alors quelle est la différence entre la Chine, la Russie, qu'on critique tous les jours aux journaux télévisés et nous, à partir du moment où quelqu'un dit, oui, mais la presse a raconté n'importe quoi, et que des gens s'en prennent peut-être après en disant, vous êtes des sales menteurs, mais ça c'est pas moi. Moi, j'ai dit, la presse raconte n'importe quoi. Si des gens en veulent à d'autres et que les gens se sentent en danger, je crois que c'est peut-être, ils ont peut-être un examen de conscience à faire. Mais bon, on vit des moments formidables. Oui. Eh bien, bon courage en Merci tout cas. beaucoup. Bameuse, Bamer, à très bientôt et à très bientôt, Martin Zizi.